Voilà, c'est parti. Alors, bonjour Pierre Arroche, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille et chercheur associé défense à l'Institut Jacques Delors. Alors, vous avez publié récemment dans La Forge du Monde, comment le choc des puissances façonne l'Europe aux éditions Fayard. Alors, c'est évidemment ce livre qui nous intéresse, mais le contexte d'habitation fait que l'IHEDN a des préoccupations propres, c'est-à-dire répondre à des questions essentielles et notamment celle de ce que serait demain, ce qu'est aujourd'hui, ce que sera demain, ou ce que pourrait être demain la défense de l'Europe. Donc, je souhaiterais vous interroger au nom de notre association, plutôt sur la deuxième partie de votre livre. Mais auparavant, il serait peut-être bon de faire un rappel rapide de votre part de ce que vous appelez, ce que vous avez appelé cette espèce de, ce que moi j'appelle l'histoire mondiale de l'Europe, en quelque sorte, pour paraphraser le bouquin de Bouchon, c'est-à-dire ces 4 siècles pendant lesquels l'Europe a dominé le monde. Pourriez-vous nous en rappeler les grandes lignes dans un premier temps, s'il vous plaît? Très bien. Bah déjà, merci beaucoup pour votre invitation et je suis très heureux de vous faire cette présentation. Donc oui, avant d'aller au présent et à l'avenir, en gros, la thèse que je voulais développer là-dedans, c'est que aujourd'hui, on a le sentiment que l'Europe est extrêmement pressurisée par la compétition de puissances extérieures, les États-Unis, la Russie, la Chine, et que d'une certaine manière, c'est les effets de cette compétition de puissances extérieures qui impose des réactions, qui façonnent la façon dont l'Europe se transforme. Et moi, je pense qu'on est vraiment à un moment de transformation, et ça, on pourra en reparler. Mais j'ai voulu le remettre dans une perspective plus large pour essayer de montrer que ça n'est que le dernier acte, finalement, d'un drame qui a commencé au moins au XVIe siècle, dans lequel pour le dire simplement, il y a une forme de co-construction mutuelle entre ces deux entités que sont l'Europe et le monde. Et j'avance l'argument d'une certaine manière que les deux sont nés de leur rencontre mutuelle, que avant la rencontre avec le monde, parler d'Européens ou d'Europe au sens d'une communauté politique ou d'un espace politique n'est pas du tout évident au Moyen Âge, que la notion de monde au sens global, puisqu'il y a plein d'usages du terme monde, mais au sens d'un espace qui unifie la planète, c'est quelque chose aussi qui est né des voyages européens. D'abord les voyages, puis le commerce, puis la guerre et la colonisation, et que d'une certaine manière, voilà, la période que l'on connaît aujourd'hui, ça n'est que l'aboutissement d'une relation complexe. Alors comment est-ce que je la caractérise, cette relation? Ben, je dis que déjà, dans un premier temps, c'est l'Europe qui a fait le monde. Et c'est l'Europe qui a fait le monde dans un double sens. D'abord parce que ce sont des Européens qui ont fait euh, ces premiers tours du monde, et c'est pour ça que je commence mon livre avec le premier tour du monde de l'équipe de Magellan. Ce sont les Européens qui ont fondé la mondialisation au sens commercial, c'est-à-dire au sens de lignes commerciales structurées, permanentes qui font le tour du monde, c'est-à-dire qui relient entre eux toutes les grandes régions du monde. Et puis ce sont les Européens qui ont façonné ce qu'on pourrait appeler la mondialisation politico-militaire avec les impérialismes et avec la colonisation. Et ça, c'est dans un premier sens. Mais le deuxième sens, qui est peut-être plus intéressant, c'est que c'est aussi la logique interne de l'espace européen qui a été le principal moteur de la mondialisation. Donc c'est l'Europe qui a fait le monde au sens, c'est les Européens, mais aussi peut-être c'est l'essence de la civilisation européenne au sens simplement de la façon dont est structuré sur le temps long l'espace européen en termes politiques, militaires et économiques, qui a été le moteur de cette mondialisation. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, lorsqu'on voulait caractériser l'espace européen, on disait bah, c'est principalement un espace décentralisé, marqué par une intense compétition militaire entre ses parties. Et ça a été pendant très longtemps une caractéristique assez singulière de l'espace européen, en particulier en termes d'intensité de la compétition militaire entre ses membres. Et c'est d'une part ça qui a permis aux Européens d'avoir des technologies militaires qui, alors même qu'ils n'étaient ni les plus riches, ni les plus peuplés, ni les plus puissants, ni les plus avancés technologiquement, ont pu leur permettre d'être les premiers à coloniser, ce qui a été souvent observé par beaucoup d'historiens comme une sorte d'anomalie, ou en tout cas de choses difficiles à expliquer, puisque
cette région qui n'était pas la plus puissante ni la plus riche a été la première à lancer l'entreprise de colonisation mondiale et avec certains succès croissant à partir du 19e siècle, mais dès le début intéressant, en particulier en termes d'avance dans l'emploi des armes à feu, qui pourtant, là aussi, en termes d'innovation technologique, ne sont pas nés du tout en Europe, mais en Chine. Donc, c'est la compétition intense entre les États européens qui leur a permis d'avoir un processus d'innovation continue et assez intense en matière de technologie militaire, mais c'est aussi ça qui a donné aux États européens et parfois à des tout petits pays européens comme le Portugal ou les Provinces-Unies, qui étaient d'un point de vue démographique des gouttes d'eau dans l'océan mondial, eh bien d'avoir l'ambition de faire de la projection mondiale, souvent. Et pourquoi? Par compétition militaire entre Européens. Ça, j'ai trouvé ça, c'était particulièrement intéressant, c'est-à-dire que cet impérialisme est aussi le produit de la compétition militaire intense entre Européens. Pour prendre juste un exemple, les Pays-Bas espagnols ou les Provinces-Unies naissant des Pays-Bas espagnols cherchent à se libérer de la couronne d'Espagne, cherchent d'une certaine manière à remonter à l'origine financière de l'effort de guerre espagnol, se mettent à couler des bateaux espagnols. En coulant des bateaux espagnols, cherchent à remonter finalement la filière du commerce et à essayer de piquer des comptoirs et des colonies et finalement à faire leurs propres colonies. Et ça, c'est quelque chose qui est assez classique, qu'on observe aussi bien dans la compétition entre Espagnols et Portugais, entre Hollandais et Espagnols, entre Français et Anglais. C'est que c'est souvent le monde et la colonisation mondiale est un détour pour mieux rivaliser avec le voisin, le prochain, l'européen. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que c'est la division de l'Europe, c'est pas simplement l'Europe, mais c'est la division, la décentralisation de l'Europe qui unifie le monde. Donc, il y a une sorte de paradoxe ici qui est intéressant. Et je pense que l'aboutissement de ce processus, c'est vraiment le début du XXe siècle, à la fois parce que les guerres mondiales, par leur logique, sont vraiment l'aboutissement de ce processus, c'est-à-dire c'est à la fois l'intensification poussée à l'extrême de la compétition entre Européens et aussi l'intensification poussée à l'extrême de ce mouvement qui, derrière la compétition entre Européens, entraîne le monde derrière lui. Donc ce sont des guerres européennes qui deviennent mondiales parce que l'Europe est le centre du monde à ce moment-là. Et puis, c'est aussi le début du XXe siècle où cette unification du monde par les Européens, je pense, arrive au niveau même des mentalités, c'est-à-dire au-delà de la dimension matérielle des voyages, du commerce et de la colonisation. Je pense que la naissance d'une pensée mondiale ou d'un échange intellectuel mondial eh bien, apparaît en particulier et se cristallise par le sentiment anticolonial et anti-européen, d'une certaine manière. Et un moment tout à fait emblématique de cette évolution, c'est la guerre entre la Russie et le Japon en 1905, qui, ça peut nous paraître un peu curieux aujourd'hui parce que l'européanité de la Russie est un petit peu remise en question ces derniers temps, mais qui est interprétée mondialement comme la victoire des peuples non européens sur un peuple européen. Et il se crée, même de façon paradoxale, une forme de solidarité transcontinentale dans une vraie popularité qu'on observe à ce moment-là de la cause japonaise, de l'Inde au Vietnam, à l'Égypte, à la Turquie, à l'Afrique parfois, dans l'idée que ce sont les premiers qui ont réussi à vaincre des Européens. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle l'Europe impériale, c'est-à-dire une Europe divisée, mais qui par sa division est le moteur de l'unité, et une sorte de construction d'un empire mondial et qui unifie la planète matériellement, mais aussi par les mentalités, par une sorte de volonté révolutionnaire contre l'empire mondial, d'une certaine manière. La deuxième époque que j'explore, c'est ce que j'appelle l'Europe subordonnée, et ça, c'est le produit des guerres mondiales et de l'abaissement matériel des puissances européennes, et aussi de la décolonisation qui est liée, c'est-à-dire que la décolonisation est à la fois le produit de la mobilisation des colonies dans les guerres mondiales, et aussi du soutien des nouvelles puissances montantes extra-européennes, américaines ou soviétiques, ou chinoises ou japonaises qui soutiennent à des moments ou tout à un moment ou à un autre la cause anticoloniale contre les Européens. Donc ce que j'appelle une sorte de révolution mondiale contre l'empire européen, parce qu'il y a une vraie cohérence et qu'on ne comprend pas cette cohérence entre décolonisation et montée des nouvelles puissances. On ne comprend pas pourquoi la décolonisation a été si enfin, et a aussi bien fonctionné si on ne comprend pas ce lien et ces alliances.
Et ça aboutit à une Europe qui, effectivement, est rabaissée. Je dirais, j'aime bien cette expression, remise à sa place, d'une certaine manière. Et l'Europe rabaissée, ce qui est intéressant, c'est que ça devient la condition des premiers pas de l'intégration européenne. Ça se voit dans la mesure où c'est le contexte de guerre froide et de protectorat américain qui est finalement la condition fondamentale dans laquelle se pose la première étape de l'intégration européenne, qui est la communauté du charbon et de l'acier. C'est-à-dire finalement parce que les Français et les Allemands pensent leur rivalité, mais doivent la penser aussi dans un cadre où ils sont tous les deux sous protection américaine. Euh, Finalement, les premiers projets d'armée européenne dans les années 50, le débat sur la communauté européenne de défense est aussi fascinant en termes de mentalité parce que c'est vraiment une guerre idéologique entre deux visions. La vision de l'Europe impériale finissante, mais qui est encore très vivante dans les mentalités de beaucoup et qui pousse beaucoup de décideurs ou de chefs militaires français à penser qu'une intégration militaire ne serait pas une bonne idée parce que ça couperait la France de sa puissance mondiale, en particulier en pleine guerre d'Indochine ou de guerre coloniale en Afrique du Nord, avec déjà les premiers troubles au début des années 50 en Tunisie, au Maroc, avant l'Algérie déjà. Et donc, il y a cette idée que l'armée européenne échoue en grande partie parce que beaucoup de gens voient encore la France dans une perspective impériale mondiale, c'est-à-dire une France qui serait trop grande pour la petite Europe des six, d'une certaine manière. Mais donc, je dis que le rabaissement de l'Europe est la condition de son unité et le maintien de l'idée impériale est la principale force qui résiste à l'intégration européenne à ce moment-là. Mais il y a un autre facteur qui limite les possibilités d'intégration européenne à cette époque, c'est le fait que l'Europe reste malgré tout centrale. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'Europe n'est plus centrale au sens en tant qu'acteur, ce ne sont plus les puissances européennes qui sont les actrices principales de la compétition de puissance, mais c'est l'Europe qui reste l'arène centrale, qui reste la région stratégique la plus importante dans la compétition de puissance mondiale, en particulier entre les soviétiques et les américains. L'épicentre, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est Berlin. Et ça donne d'une certaine manière un avantage aux Européens, une sorte de rente de situation qui est qu'ils peuvent déléguer leur sécurité à des grandes puissances et en particulier aux États-Unis, parce que ces grandes puissances et en particulier les États-Unis considèrent que leur statut de puissance mondiale tient à leur capacité eh bien, à arrimer l'Europe à leurs intérêts et à défendre en tout cas leur partie d'Europe, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest. Et j'en arrive à la troisième étape que j'appelle l'Europe provinciale. Eh bien, c'est l'Europe dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire où non seulement les Européens ne sont pas plus des grandes puissances, mais ça c'est intégré depuis longtemps, mais en plus l'Europe n'est plus une arène centrale de la compétition de puissance. Et c'est ça le point fondamental qui est mis en avant, et encore pas plus tard qu'au mois de février, lorsque les Américains commencent à faire des réunions avec leurs alliés, la nouvelle administration Trump, ils disent il doit y avoir une division du travail. Pour nous, la compétition de puissance, c'est principalement l'Asie, le Pacifique. L'Europe, finalement, c'est un théâtre secondaire. Et ça, évidemment, c'est ça qui provincialise aussi l'Europe, c'est l'idée qu'elle ne peut plus compter sur des grandes puissances extérieures pour assurer sa sécurité, parce qu'elle est un théâtre secondaire aux yeux des grandes puissances chinoises et américaines. Je voudrais, Pierre, Ouais, je vous coupe, excusez-moi, je voudrais que vous reveniez sur le choix de votre titre, notamment sur le mot forge, ouais. que j'ai trouvé extrêmement puissant, et je voulais savoir si c'était votre avis, votre idée, ou une idée d'éditeur, ou... Non, c'est mon idée, c'est mon Oui, idée. c'est votre idée. Je l'assume, mais D'accord. c'est mon idée dès le départ. Parce que ce que je trouve intéressant dans l'idée de Forge, c'est que ça renverse la perspective sur la formation de l'Europe. J'oppose en particulier le mot, la conception le concept de forge à la conception de construction européenne. Construction européenne qui, bien entendu, insiste sur les acteurs européens qui ont un rôle central dans la construction d'une maison commune. Donc ça devient un processus, c'est perçu comme un processus endogène où les Européens se rapprochent les uns les autres et puis font œuvre commune. Dans l'idée de forge, qui n'est pas une façon de nier la première interprétation, mais plutôt de la compléter,
dans l'idée de Forge, on prend le problème d'un autre côté, c'est-à-dire par l'extérieur. Et on se dit comment est-ce que l'espace européen n'est pas le produit des efforts des Européens, d'un effort endogène, mais est le produit de pression exogène. Et c'est-à-dire la façon dont, effectivement, la décolonisation, le rabaissement des puissances européennes, la guerre froide, et aujourd'hui, bien entendu, les politiques de la Russie, des États-Unis, de la Chine, eh bien, sont des contraintes fondamentales qui déterminent les conditions dans lesquelles évolue l'espace européen. Et pour terminer finalement la boucle que j'ai essayé de vous présenter rapidement, l'idée c'est que n'étant plus l'espace central de la compétition de puissance, eh bien l'Europe doit aussi penser ce qui était resté la limite de l'idée d'intégration dans les générations précédentes, c'est-à-dire la question de la défense, de la sécurité, de la géopolitique. Puisque auparavant, l'Europe pouvait s'appuyer sur ces puissances extérieures, en particulier les États-Unis, puisqu'il y avait une sorte d'identité entre compétition mondiale et compétition européenne. Aujourd'hui, compétition mondiale ne veut plus dire compétition européenne, donc on ne peut plus s'appuyer sur les États-Unis, et donc on ne peut plus non plus faire l'économie de cette Europe géopolitique qui avait été déléguée aux États-Unis, y compris par les Français, puisque contrairement à ce qu'on entend parfois en disant que les Français ont été les premiers ou qui n'ont jamais cru à la délégation aux États-Unis, je pense que fondamentalement, l'échec de l'armée européenne dans les années 50, c'est un choix de la France de préserver son influence mondiale et pour préserver son influence mondiale, préfère confier l'Europe aux États-Unis. Et c'est ça le choix qui est fait à ce moment-là. Préfère confier l'encadrement de l'Allemagne, le réarmement, la défense de l'Europe aux États-Unis pour, elle, rester active dans l'outre-mer. Voilà, donc ça c'est la perspective, disons, générale que je voulais présenter et qui est celle dans laquelle je m'inscris. Mais après, effectivement, on peut rentrer plus dans les débats d'actualité sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, eh bien, devoir prendre en charge ces questions de sécurité, de défense et de compétition de puissance au niveau européen qui ne peuvent plus être déléguées. Voilà. Oui, auparavant, Pierre, j'aurais souhaité revenir un tout petit peu sur cette question de revanche, humiliation. Je pense au mot humiliation. Humiliation des Chinois, humiliation des Turcs, traité de Sèvres, les traités inégaux pour la Chine, mais également l'attitude revancharde des États-Unis actuellement, qui insiste, on l'a vu avec les leaks là, concernant l'attaque sur les Houthis, on l'a entendu de la part directement de J.D. Vance à Munich. Il y a l'idée quand même que que les Européens doivent passer à la caisse le plus rapidement possible parce que quand même la dette est importante et que ça énerve beaucoup nos anciens alliés ou nos alliés américains. Donc humiliation, revanche, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas un moteur pour confiner l'Europe dans une position provinciale de côté? Ouais. Alors, je pense que tous les phénomènes que vous mentionnez sont importants. Je ne les mettrai pas forcément sur le même plan. Je pense que la question de la colonisation et de la mémoire de la colonisation, je pense que c'est important. Il y a une sorte de statistique que je mets souvent en avant, c'est que au début du XXe siècle, c'est près de 90% des pays du monde qui ont été à un moment de leur histoire colonies européennes. Donc c'est quand même quelque chose de massif, et c'est pour ça aussi que je dis que que l'anticolonialisme a été peut-être la première idéologie mondiale. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience du fait que, et évidemment, les Européens ne sont pas forcément les mieux placés pour être conscients de cet aspect. Ils ont plutôt tendance à vouloir un peu considérer que c'est du passé, mais c'est vrai que voilà, les Européens n'ont inventé ni les massacres, ni l'esclavage, ni la colonisation, ni la barbarie, oui, mais les seuls à avoir eu une vraie domination mondiale au point qu'aujourd'hui, il y a une toute petite minorité de pays qui peut dire qu'ils n'ont pas été colonisés ou dominés ou sous protectorat européen, bah c'est quand même important et ça, c'est quand même un lien majeur entre la mémoire mondiale et l'Europe. Et d'une certaine manière, le seul pays qui a vraiment, vraiment échappé à la domination européenne, c'est le Japon. Et à quel prix? Au prix de générations de Japonais qui ont considéré qu'il fallait être plus européen que les Européens pour pouvoir être considéré comme un peuple moderne, avancé et digne d'être une grande puissance reconnue comme telle sur la scène mondiale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est frappant. Après, je ne dirais pas que c'est forcément un esprit de revanche aujourd'hui, parce que
Je pense que les pays pensent leurs relations internationales aujourd'hui en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Alors parfois, il y a des échos. Typiquement, lorsque la France est chassée du Sahel, il y a un écho très fort entre des Africains qui se disent la compétition de puissance d'aujourd'hui, c'est une occasion de diversifier nos partenariats, de parler avec tout le monde. Et on peut mettre ça, parce que c'est légitime et que ça porte dans l'opinion publique, on peut présenter ça comme une forme de seconde décolonisation. Donc là, il y a un écho très fort. Mais si vous prenez d'autres peuples qui mettent en avant très fortement dans leur identité et même dans leur politique étrangère la mémoire de la colonisation, je pense par exemple à l'Inde, ça ne la conduit pas forcément à un discours revanchard ou anti-européen, et même bien au contraire, l'Inde est un pays qui exprime très clairement son désir d'avoir des partenariats importants avec les Européens. D'ailleurs, dans le même esprit que les Africains, mais pour les Indiens, l'Europe fait partie de ces acteurs qui permettent de diversifier les partenariats, de ne pas être trop dépendant de la Chine ou des États-Unis ou de la Russie, et d'avoir, parmi d'autres, un partenaire européen. Donc, d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'il y a de mécanique revancharde. Il peut y avoir des échos, mais il peut y avoir aussi des relations très, très, très positives. Sur les États-Unis, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas la mémoire de la colonisation qui joue là. En revanche, il y a très clairement euh, une Amérique post-atlantique qui se manifeste, qui se manifeste aussi bien d'un point de vue rationnel, c'est-à-dire notre priorité n'est pas l'Europe, c'est d'autres régions, ça c'est ce que dit Pete Hegseth dès février, mais aussi d'un point de vue idéologique. Le discours de J.D. Vance à Munich, ça n'est que la partie émergée d'un iceberg qui apparaît depuis assez longtemps de leaders américains qui disent non seulement on considère que l'Europe n'est pas prioritaire, mais en plus, quand on nous rabat les oreilles de discours sur la civilisation occidentale ou d'une communauté transatlantique, eh ben nous n'y croyons pas vraiment parce que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs que les Européens. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça montre que, disons, les mentalités souvent suivent la sécurité. Je raconte dans le livre comment la notion de civilisation européenne, qui peut paraître une notion aujourd'hui transhistorique, très ancienne, finalement n'a pas toujours été évidente ni aux yeux des Américains ni aux yeux des Européens. Euh, pour vous donner juste une anecdote, au 19e siècle, les seuls à vraiment parler de civilisation européenne, ce sont des Russes, et pour des histoires de querelles entre Russes, c'est-à-dire est-ce que les Russes doivent se considérer comme des Occidentaux ou comme des Slaves qui auraient une identité radicalement différente. Bon. Euh, et donc, pendant très longtemps, c'est pas forcément un débat majeur, et ça devient un débat majeur aux États-Unis dans les années 50, lorsqu'ils doivent justifier l'idée d'envoyer de façon permanente et en temps de paix des centaines de milliers de soldats en Europe. Et jusqu'aux années 50, le cadre, disons, civilisationnel ou plus grand que l'État-nation dans lequel résonnent aussi bien les Américains en termes culturels, mais aussi les stratèges en termes vraiment de stratégie militaire, c'est pas forcément la civilisation occidentale, c'est souvent l'hémisphère occidental. Et ça, c'est très clair dans les doctrines des États-Unis pendant tout le 19e siècle. Et en fait, on ne rompt vraiment avec ça qu'avec la Seconde Guerre mondiale et définitivement avec la guerre froide. C'est l'idée que le vrai fossé, c'est au milieu de l'Atlantique qu'il passe. C'est l'Atlantique, bien Ouais. sûr. Oui. Et qu'il y a d'un côté l'ancien monde et de l'autre côté, il y a le nouveau monde qui d'ailleurs crée des liens communs entre les États-Unis, mais aussi l'Amérique latine. Ils sont ensemble parce que ce sont des pays neufs qui sont nés de révolutions, qui n'ont pas l'héritage aristocratique ou belliqueux qu'on attribue au vieux monde européen. Et que donc, ils ont un avenir entre eux, mais pas avec l'Europe. Et donc ça ne se renverse vraiment, je dirais, qu'en 1950. Donc c'est pas non plus étonnant que finalement ce facteur stratégique qui a lié pendant 70 ans ou 75 ans le destin américain à celui de l'Europe, à partir du moment où les raisons stratégiques s'affadissent, eh bien, la dimension culturelle qui est associée prend une signification différente aussi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que j'interpréterais ce, ce discours qui, au-delà d'une analyse purement rationnelle et stratégique,
et finalement attaque l'Europe aussi d'un point de vue culturel et en termes de valeurs et en termes voilà et en termes de et en termes d'espace qu'on ne voudrait pas qu'on ne voudrait pas trop aider, un peu comme, comme disent les gens de l'administration Trump lorsqu'il s'agit de parler de la mer Rouge. Je déteste aider ces fichus européens. Voilà. On va aller plus avant. Merci pour ce rappel historique très riche, très intéressant. D'ailleurs, je conseille la lecture de votre livre, qui est vraiment un vrai roman. C'est C'est vraiment très gentil. intéressant de ce point de vue-là. Je voudrais qu'on parle avec vous maintenant de la Russie, évidemment, parce que l'espace européen, ben, c'est quand même la question de la Russie. Comment qualifieriez-vous cette guerre en Ukraine? Est-ce que c'est pour vous une guerre qui serait plutôt pour la protection ou l'extension de l'Empire, la protection de l'Empire, l'extension de l'Empire, peut-être les deux? Une guerre contre les valeurs européennes aussi, les valeurs décadentes de l'Europe, pour faire le Alors, lien avec ce que je vous venez de pense dire que c'est. sur les États-Unis. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une rencontre entre deux choses. Il y a d'une part, effectivement, l'impérialisme russe euh, qui n'a jamais renoncé à ses prétentions et à l'idée qu'il y avait, comme ils disent parfois de façon un peu euphémisée, une zone d'influence. Donc, il y a que les pays qui ont quitté l'Union soviétique, d'une manière ou d'une autre, ont toujours un lien moral avec le monde russe. C'est aussi une façon typique de caractériser la Russie au-delà des frontières russes et l'espace civilisationnel russe au-delà des frontières russes. Donc il y a d'une part ça, et puis d'autre part, eh bien, le progrès du projet européen, c'est-à-dire que, et qui au départ n'a pas forcément compris qu'il rentrait en collision avec ce monde russe. Et je pense qu'il y a un moment tout à fait charnière et intéressant, c'est 2009, lorsque l'Union européenne met en place le programme de partenariat oriental, et elle le met en place d'une façon qui est tout à fait typique de l'Europe subordonnée, c'est-à-dire d'une Europe qui considère qu'elle ne fait pas de géopolitique. Que la géopolitique, finalement, c'est délégué essentiellement aux États-Unis et que l'Europe, c'est un espace post-compétition de puissance. Hein, et c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on a un peu caricaturé les Européens pendant la guerre en Irak en disant ce sont des gens qui pensent que la compétition de puissance ça n'existe plus, qu'il n'y a plus que du cosmopolitisme, des liens entre les peuples. Voilà. Hein, c'était la phrase de Kagan, les Américains sont de Mars, les Européens de Vénus. De Et Vénus. donc, voilà, et donc les Européens font ce partenariat oriental typiquement dans ce logiciel, c'est-à-dire on va créer des liens entre les peuples qui créent de l'interdépendance économique, qui créent des normes communes, aussi bien en termes de marché intérieur, mais aussi de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Et tout ça fera qu'entre voisins de l'Europe, on sera compatible pour échanger plus. Et d'une certaine manière, plus on se rapproche et on échangera, plus on garantira d'être entouré d'une forme de sécurité, par ressemblance et par la convergence. Et d'ailleurs, la Russie n'était pas forcément exclue de ce projet au départ. L'idée, c'était que, d'une certaine manière, elle était inclue, pas forcément dans le partenariat oriental, parce que la Russie a fait savoir assez tôt qu'elle n'en voulait pas, mais on peut considérer que cette interdépendance gazière qui a été mise en place, et je pense que c'est intéressant de le noter, volontairement. Elle n'est pas tombée du ciel, cette indépendance gazière, elle a été voulue par les Européens comme une façon de créer un lien avec la Russie. C'était la même chose. C'est créer un lien fort d'interdépendance entre les Russes et l'Union européenne, de manière à avoir un partenariat entre nous et finalement des intérêts communs, une cause commune qui crée une sécurité par les liens entre les peuples. Et quand ce partenariat oriental a été proposé aux pays que la Russie considérait comme ses sujets informels, en particulier l'Ukraine, la Biélorussie, l'Arménie, la Géorgie, eh bien là, la réaction russe, ça a été ah mais vous faites de la géopolitique, vous essayez de contester notre zone d'influence. Les Européens ont dit non, non, pas du tout, mais de fait, c'est comme ça que s'est jouée l'interaction. Et il y a aussi un moment assez amusant où en 2013, à partir de 2013, à partir de 2009, la Russie commence à vouloir mettre en place une sorte d'alternative à l'Union européenne, avec l'Union eurasiatique qui, même dans ses institutions et sa terminologie, imite l'Union européenne en disant on va avoir une commission eurasiatique avec des commissaires eurasiatiques qui feront de l'intégration économique. Donc, il y a l'idée qu'il faut faire une sorte de compétition à l'Union européenne.
C'est le deal qu'il propose ensuite aux pays du partenariat oriental en disant bah, soit vous êtes du côté du partenariat euro-asiatique, soit vous êtes du partenariat oriental de l'Union européenne. Et voilà. Et la guerre d'Ukraine, finalement, est née de ça. Elle a né du fait que les Ukrainiens n'ont pas accepté le chantage que leur a imposé la Russie en 2013 et qu'ils ont fait une révolution. Ils ont fait une révolution contre ce monde russe. Euh, donc, voilà, je pense que il faut la comprendre comme, comme l'interaction à la fois de cet espace européen en construction et de l'espace russe qui, lui, voulait pas disparaître dans cette formation européenne. Oui, alors, si je comprends bien, en fait, là, on est parti quand même sur l'idée qu'il y a une guerre que la Russie a voulu, enfin tout au moins ses élites ou son gouvernement a voulu pour des raisons géopolitiques, alors que l'Europe n'est pas censée faire de la géopolitique. Bon, vous avez en quelque sorte démontré que c'était pas tout à fait exact. Derrière les intentions, il y avait quand même des actes qui étaient posés et qui ne pouvaient que poser problème. L'Europe, en fait, c'est quand même, c'est une discussion qu'on a eu beaucoup dans la R8. L'Europe, c'est quand même, alors aujourd'hui, c'est l'Union européenne, plus quand même le Royaume-Uni et la Norvège, par exemple, qui sont quand même deux États qui, la Norvège faisant partie de l'OTAN, le Royaume-Uni étant quand même la deuxième puissance militaire européenne. Difficile de la laisser de côté. D'ailleurs, les Britanniques ont montré qu'ils étaient présents. Doit-elle s'armer, cette Europe? Doit-elle se préparer à un conflit prochain? Ça, c'est les questions qu'on se pose tous. À la limite, autre question qui va peut-être vous paraître provocatrice, si ce n'est pas le cas, si la Russie n'est pas véritablement belliqueuse, si elle peut se contenter simplement de sa marche occidentale, à savoir l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas, on n'aurait pas au contraire intérêt à proposer une sorte d'entente continentale à l'heure où les États-Unis font défaut? Après tout, c'est pas la première fois que après 45, on a essayé de promouvoir une Europe continentale. Et puis, on pourrait remonter aux vieilles alliances de la fin du 19e siècle. Après tout, la Russie n'a jamais été, comment dire, n'a jamais été un paria européen, véritablement. Ok, alors je vais rebondir déjà sur cette question de la Russie. Vous dites que la Russie n'a jamais été un paria. Ça dépend. Il y a des moments où la Russie est clairement en dehors de l'Europe et des moments où la Russie est clairement européenne. Et je pense que Oui, c'est ça, c'est ça. N'a pas toujours je vais été un donner un paria, vous exemple. voulez dire. Ah, Pierre, on vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, ça va. C'est bon? Bon. Oui, donc je dis que oui, j'ai eu un saut d'Internet. Euh, Au XVIIIe siècle, il y a plein de gens qui considèrent que la Russie est complètement périphérique et ne fait pas du tout partie de l'espace européen. En revanche, au XIXe siècle, et un moment typique, c'est les guerres napoléoniennes où on voit la Russie comme finalement la protectrice des libertés européennes. Alors là, c'est clairement l'avant-garde de la civilisation européenne. En revanche, après la Révolution, il y a eu aussi On a un problème de son, Pierre. une distance qui a été faite, une Russie qui a été paria déjà du système européen et qui s'est pensé tac. Alors attendez, qu'est-ce que est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, mais ça dépend. Il y a des moments où c'est pas bon. Là, ça va, là. Oui. Sinon, je répondrai sur mon téléphone. Sinon, je Non, là, mettrai sur c'est mon bon, téléphone. là. Ça marchera. Ok, bon. Voilà, donc je dis que ça fluctue et que l'époque de Vladimir Poutine est clairement un moment où la Russie s'est définie à la fois d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue culturel, comme non européenne. Finalement, il y a les mêmes fluctuations qu'on observe avec les États-Unis lorsqu'ils investissent la notion de civilisation occidentale ou au contraire se donnent une identité qui met à distance l'Europe. Ensuite, la question, est-ce que la Russie est menaçante? Très sincèrement, je pense que oui. Et je pense que c'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement de proposer un espace avec la Russie. Je pense que la Russie qui, euh, qui est passée à l'attaque, qui a réorganisé toute son économie autour de la préparation à la guerre et qui considère aujourd'hui qu'elle a une occasion historique dans la prise de distance des États-Unis, c'est-à-dire que le seul obstacle qu'elle considérait comme un obstacle sérieux à l'expansion en Europe est en train de s'en aller,
Alors oui, là, je pense qu'il y a un vrai problème de signal à envoyer aux Russes et qu'on ne peut pas se contenter de dire nous avons envie d'un espace de paix continental. Ça, je pense que c'est le meilleur moyen de les encourager à tenter leur chance une deuxième, une troisième fois. Donc je pense qu'il est très clair qu'aujourd'hui, la Russie ne sera stoppée que s'il y a une Europe forte qui est capable de présenter un rempart solide. Après, une fois que l'Europe sera prise au sérieux, et ça prendra peut-être une génération pour que les Russes intègrent ça, peut-être qu'un nouveau deal avec la Russie pourra avoir de nouvelles bases. Mais je pense que là, on a un vrai problème de crédibilité de la défense européenne. C'est-à-dire que pour l'État russe, il y a vraiment un pari dans lequel les Américains s'en vont, l'Europe est faible, donc c'est le moment, c'est le moment de prendre leur chance, quoi. Donc, je pense que oui, l'Europe doit se réarmer et se préparer à la guerre. Il y a eu cette délégation historique aux États-Unis, mais qui n'a plus de sens si l'Europe n'est plus la région stratégique centrale. Ça a des implications d'abord en termes, je pense, budgétaires, et c'est pour ça que la question budgétaire est vraiment centrale. Euh, je pense qu'en ce moment, pour le dire rapidement, on est en train de tourner dans les débats européens autour de l'idée d'une sorte de budget de défense commun, qui est à mon avis l'horizon actuel parce que c'est la seule chose qui pourrait rationaliser vraiment le réarmement. On a un problème en termes d'origine des ressources, c'est-à-dire des pays qui sont déjà trop endettés et qui ont du mal, en s'appuyant sur leurs ressources purement nationales, à dégager de l'argent pour un réarmement rapide. Mais on a aussi un problème d'agrégation des demandes, c'est-à-dire que chaque pays, même avec les incitatifs ou l'encadrement de la Commission européenne, c'est quand même chaque pays qui, même pour des équipements très standards dont on a besoin en masse, comme des munitions, des drones, des missiles, fait ses propres contrats avec ses propres fournisseurs, suivant son propre calendrier. Et ça nuit énormément à la lisibilité, ça nuit énormément à la capacité de l'industrie à se projeter avec une visibilité de long terme sur ce dont a besoin l'Europe et ce qu'il faut faire pour l'Europe. Ça élimine les économies d'échelle et ça ralentit le processus. Voilà. Donc je pense que on est à un moment d'entre-deux où on essaye de faire de l'Europe avec des politiques nationales encadrées par une politique industrielle de l'Union européenne. Je pense qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus faire ce bricolage et qu'il faudra avoir quelque chose comme un budget de défense commun, au moins pour ces équipements très consommables, c'est-à-dire munitions, drones, missiles, systèmes anti-drones. Voilà. Ça, c'est pour le financement. Et après, il y a aussi la question opérationnelle. Parce que pendant très longtemps, on pouvait se dire, et même en pensant que les États-Unis étaient en train de prendre leur distance, bah, l'opérationnel, c'est quand même l'OTAN. Et d'une certaine manière, même si les États-Unis prennent leur distance, l'horizon, c'est le pilier européen de l'OTAN. Et ça, je pense que c'est assez logique parce que on peut pas, il faut faire avec ce qu'on a et on change pas de système au milieu de la bataille. Mais je dirais que le problème principal qui nous est posé aujourd'hui, c'est le refus par l'administration Trump d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que il faut quand même avoir un front cohérent. Je pense qu'aujourd'hui, la cohérence du front vis-à-vis de la Russie, c'est, je dirais, de la mer de Barents à la mer Noire. Que toute incohérence de ce front sera utilisée pour isoler des proies en essayant de s'assurer que les uns restent neutres pendant que les autres se font attaquer, etc. C'est ça la logique russe. La logique russe ne sera jamais de déclarer la guerre à l'Europe entière, mais elle sera de isoler une proie, inventer un narratif selon lequel cette proie est en train de faire un génocide et qu'il faut l'arrêter immédiatement, et essayer de faire en sorte que les autres n'interviennent pas. Et moi, la crainte que j'ai, c'est que, d'une manière ou d'une autre, avec le soutien des États-Unis, en mettant en place une sorte de paix non satisfaisante, sans vraie garantie de sécurité, et avec des Européens qui hésitent, on risque d'avoir une Ukraine qui finalement, au bout d'un moment, se neutralise d'une certaine façon. C'est-à-dire se sent pas assez soutenue et donc se neutralise. Et le risque d'une Ukraine neutralisée, c'est qu'on affaiblit ce rempart européen. Et donc moi, le critère que je donne parfois, c'est le jour où la Russie veut attaquer les pays baltes, scénario 1, l'Ukraine est neutralisée d'une manière ou d'une autre, scénario à la géorgienne où un gouvernement nominalement pro-européen, mais en réalité acquis et contrôlé par Moscou, ne veut rien faire qui heurte trop frontalement les intérêts de Moscou.
eh bien, la Russie peut concentrer des centaines de milliers de soldats contre ces petits espaces des pays baltes. Et avec des États-Unis en deuxième ligne, dans le meilleur des cas, on a une situation militaire très très difficile. Scénario 2, on a réussi à arrimer l'Europe au système de sécurité européen. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut penser les garanties de sécurité pas simplement comme une assurance dans un sens, mais comme une assurance dans les deux sens, c'est-à-dire comme une alliance en réalité. Dans ce scénario, eh bien, si la Russie attaque dans les pays baltes, eh bien, idéalement, l'Ukraine contre-attaque au sud. Et ça veut dire qu'on a une Russie qui ne peut pas penser autrement qu'avec un double front, un au nord, un au sud, qui doit diviser ses forces, au moins pour sécuriser le flanc sud si elle attaque au nord. Et ça complique énormément ses capacités offensives. Donc pour le dire autrement, je pense qu'il faut arriver le, il faut faire le renversement intellectuel de se dire si la principale garantie de sécurité pour l'Europe, ça n'est plus l'alliance avec les États-Unis, maximale sur le flanc Est, et donc en fait l'alliance en attendant d'intégrer l'Ukraine d'une manière ou d'une autre dans une institution, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN ou les deux, eh bien l'alliance entre les Européens et l'Ukraine. Donc ça, je pense que c'est un point très important parce que c'est ça qui dissuadera. C'est l'idée que la Russie a face à elle un front commun très solide et qui ne se divisera pas en cas d'attaque. Je pense, alors vous avez évoqué la question de la mutualisation, la question d'une entente européenne. Notre cercle d'études l'an dernier a procédé à des sondages concernant l'état d'esprit de la jeunesse française, hein. Nous, on était dans la région de Grenoble, on a fait un sondage local et on a dû constater que la question de la défense n'était pas la préoccupation première de nos jeunes. Elle arrivait loin derrière d'autres questions comme l'environnement, le pouvoir d'achat, etc. On est dans un. On a parlé de l'armement, on a parlé de la volonté top-down, en quelque sorte, des États, mais qu'est-ce qu'il en est de, j'allais dire, de la base? Véritablement, est-ce qu'on ne paie pas l'illusion des dividendes de la paix? Une période que l'on croyait définitivement ancrée, qui était celle d'un hédonisme, d'un individualisme, de ces valeurs que d'ailleurs les Russes et les Américains, tous les deux, considèrent comme décadentes maintenant. Et qu'est-ce qu'on ferait, que pourrait-on faire pour lever ces freins culturels? Ah, c'est une très bonne question. Je pense effectivement qu'il y a un ajustement à faire. Après, je ne pense pas que la population soit pas capable de comprendre ce qui se passe. Pour vous donner un exemple sur la jeunesse, il y a une étude de l'IRSEM, donc l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui a été publiée il y a un an et demi, je crois, sous la direction d'Anne Muxel, donc qui faisait des sondages en France sur les jeunes et leur rapport à la défense et aux valeurs de la défense. Et c'était une étude que je vous recommande si la question de la jeunesse vous intéresse, parce que elle montre quand même qu'il y a des réponses assez intéressantes, y compris en termes d'acceptation du risque en cas de guerre, etc. Donc il y a des résultats intéressants qui montrent, je pense, qui montrent qu'il n'y a pas non plus une jeunesse complètement déconnectée de l'environnement sécuritaire et des risques, quoi. Un autre sondage que je trouve intéressant, c'est que, bon, déjà, par exemple, en France, récemment, quand le président de la République a voulu faire un petit peu son appel aux Français qui, quoi qu'on pense du président de la République, bah, était quand même une façon de lancer ce message selon lequel les Français doivent être prêts, pas simplement matériellement, mais aussi moralement, d'une certaine manière, à envisager les risques. Je pense que ça contribue aussi au débat, ce genre de choses, et je pense que c'est important qu'il y ait ce genre de débat, voilà, de débat à ce niveau-là qui soit lancé. Et il y a un autre sondage que je trouve intéressant dans le dernier Eurobaromètre, donc ça, cette fois-ci, c'est à l'échelle de l'Union européenne, qui montre à votre participation à l'Union européenne. Bon, ça, il y a un assez fort niveau. C'est déjà assez intéressant, c'est-à-dire que c'est plutôt en train de monter. Bon, ça monte doucement depuis un certain temps, autour de 75%, alors que ça a été pendant, disons, les années de la crise financière assez bas. Donc ça, c'est intéressant que crise militaire a plutôt tendance à renforcer ça, mais c'est pas ça dont je voulais parler, c'est que quand on demande
aux gens quelle est la principale raison pour laquelle vous pensez que l'Union européenne, ça peut être, c'est intéressant et c'est important, eh bien aujourd'hui, la première raison, c'est pour la sécurité et la défense. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque, comme on le dit, c'est historiquement un contournement. C'est-à-dire on a fait l'Europe partout, sauf, même Sauf si celle on de est la en train défense. d'essayer de le faire, on a fait l'Europe de tout, sauf vraiment de la défense. Donc je trouve que, voilà, effectivement, l'enjeu de l'opinion publique, de l'acceptation, de la compréhension morale du risque, il est essentiel, mais il ne faut pas non plus penser que l'opinion est déconnectée de ce qui se passe. Et en particulier, je pense que depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il y a une grande, à la fois médiatisation, mais je dirais même popularisation de ces questions internationales, qui, à mon avis, contribue. Évidemment que ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, ça ne veut pas dire que tout le monde s'intéresse à ça quotidiennement, mais voilà, je pense que ça contribue au mouvement. Oui, ça, ce que vous dites, ça rappelle ce que je vous conseille de lire, hein, c'est dans Le Grand Continent, c'est les sondages Eurobazooka, c'est le nom qu'il donne, hein, que la revue Grand Continent donne à ses études sur une dizaine de pays européens. Et c'est vrai qu'on a une évolution qui est liée à l'inquiétude, à la menace, à une perception d'une menace réelle qui fait qu'effectivement, la plupart des Européens, bon, le sondage va du Danemark en passant par l'Italie jusqu'à la Pologne, je crois, il n'y a pas tous les États européens, il n'y a pas le Royaume-Uni, mais enfin, c'est vraiment très intéressant. Et on voit bien qu'il y a une poussée de la conscience, une conscientisation. Ça ne se traduit pas forcément par un engagement, par une volonté d'engagement, puisqu'il y a le cas de l'Italie, par exemple, où il y a un très gros hiatus entre la perception d'un danger et la volonté de s'engager. Mais c'est peut-être lié aussi peut-être à la position géographique des pays d'Europe du Sud, hein, qui se sentent peut-être moins concernés. C'est possible également. Je voulais revenir reste sur un point que vous avez évoqué, cette histoire de ce danger que menacent les pays baltes. Il y a un journaliste du Financial Times qui s'appelle Simon Copper, qui a fait un article très intéressant en expliquant que de toute façon, l'Europe n'avait pas les moyens, les pays européens n'avaient pas les moyens d'un conflit haute intensité. Et qu'on risquait de ne pas se battre pour le front Est. Vous avez parlé d'une attaque sur le front Est, sur les pays baltes. On peut penser aussi tout simplement à des petits hommes verts qui traversent la fleuve qui sépare l'Estonie, la ville de Narva, entre l'Estonie et la Russie, et qui s'emparent d'une ville dans laquelle il y a une population qui est de 40% russophone, par exemple, hein, avec l'argument on vient au secours des frères russes, puisque Poutine et les élites russes confondent allègrement langue et nationalité. Donc, on peut très bien avoir aussi des choses comme ça qui feraient que, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On bouge pas? Alors, moi, je ne serais pas aussi catégorique sur l'idée qu'on n'est pas capable de faire un conflit de haute intensité. D'abord parce que je pense qu'un conflit de haute intensité, c'est pas un conflit qui se joue en 24 heures. Un conflit de haute intensité, c'est un conflit long, et ce qu'on voit en Ukraine. Et donc, je pense que euh, une tentative russe dans les pays baltes, il pourrait y avoir des avancées. Il pourrait gagner une bataille, mais il ne gagnerait pas forcément la guerre. C'est pour le dire de façon un peu simple. Et je pense que il y aurait évidemment une possibilité d'une accélération de l'effort de guerre, d'un vrai passage à l'économie de guerre. Si on le veut, on en est tout à fait capable. Maintenant, je suis d'accord que il n'y a pas simplement la question de est-ce qu'on a les moyens de relancer l'effort de guerre et de mettre le paquet pour assurer la défense et aussi d'une certaine manière la dissuasion, parce que quand vous êtes ferme à une étape 1, vous dissuadez l'étape 2, hein, c'est toujours comme ça. Et plus vous êtes faible à une étape, plus vous encouragez l'adversaire à tenter sa chance une seconde fois à l'étape d'après. Eh bien, c'est pour ça que je pense que le réarmement moral et politique, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'idée que à partir d'aujourd'hui, on doit se dire, il faut faire un rempart sur le flanc est et il faut plus tolérer que la Russie avance vers l'ouest. Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser dès maintenant. Et plus on posera de jalons maintenant, plus on sera crédible pour dissuader la Russie de faire ce que vous racontez en Estonie, voire pour convaincre la Russie que
on est capable de réagir et de les renvoyer rapidement chez eux. Donc voilà, je pense que matériellement, c'est sûr qu'on a les moyens. Moralement, je pense aussi, mais c'est un effort. Et c'est un effort qu'il faut faire dès maintenant parce que si on le fait plus tard, on le fera plus faible avec une Russie plus forte en face de nous. Donc il vaut mieux poser notre position et notre crédibilité au moment où on a encore, non, en particulier, et ça je pense que c'est vraiment très important, on a encore la possibilité d'avoir l'Ukraine de notre côté. Parce que, pour reprendre mon argument de tout à l'heure, ce ne sera pas du tout la même chose de répondre à la prise de Narva avec l'Ukraine de notre côté ou avec l'Ukraine neutre, voire même une Ukraine qui, d'une manière ou d'une autre, produirait pour la Russie. Merci. Il y a Pierre Berthollet qui propose un commentaire et une question. Il dit, j'aime beaucoup l'idée de périphérisation du monde que vous avez développée. En prenant du recul, j'observe malgré tout deux lectures qui expliquent l'absence de vision idéologique unifiée. Une première lecture qui serait réaliste, assez classique donc, un affrontement impérial, États-Unis contre la Chine, avec les velléités de la Russie d'étendre sa zone d'influence et de restaurer son prestige passé. Et puis un deuxième point qui serait une lecture ethno-raciale promue par un courant conservateur. Évidemment, on pense à Evans, avec un Occident blanc contre le reste du monde, les pays musulmans, éventuellement la Chine. Hein. Un discours qui, en France, se retrouve dans une hostilité face à l'islam et une amitié face à la Russie. Que pensez-vous de cette tension? Hmm. Alors, non, ça, je pense que effectivement, il y a des facteurs stratégiques qui se voient pays par pays, mais il y a aussi des facteurs transnationaux. Et c'est sûr qu'il y a des tendances d'une sorte de populisme transnational, euh, aussi bien à l'intérieur de l'Europe qu'entre l'Europe et les États-Unis. Et ça, c'est clair. Euh, Maintenant, je sais pas, Oui, j'ai pas excusez-moi, le Pierre, vrai. je précise hein, que Pierre Berthollet parlait de périphérisation de l'Europe hein, et non Ouais, pas ouais, du ouais. monde. Hein. Non, ça j'ai Hein, on est compris, bien oui, d'accord. Hein. oui, bien C'est sûr, mais moi c'est ce qui. que j'appelle moi l'Europe provinciale, d'une certaine Voilà, manière, c'est mais ça. ça j'ai Ouais. compris. Oui, non, ça j'ai compris. Après, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce commentaire, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que euh, c'est pas simplement l'Europe vis-à-vis de la Russie et des États-Unis, mais il y a aussi finalement des Européens qui applaudissent à Trump et applaudissent à Poutine. Hein. Grosso modo, c'est ça que je comprends de la remarque. Et ça, c'est tout à fait vrai. Euh, et bon, je pense que ça a toujours fait partie d'une certaine manière aussi de la stratégie, c'est la cohésion interne. Euh, et vous savez, à un moment, j'ai fait une petite tribune collective avec des collègues universitaires ou spécialistes de sécurité européenne. Et on avait dit en 2023, l'Europe est à un moment Démosthène, en faisant allusion au moment où Démosthène, l'orateur athénien, essayait d'alerter les Athéniens, mais aussi les Grecs, à l'égard de la menace que représentait Philippe de Macédoine. Et ben, c'est frappant que dans les discours de Démosthène, déjà, il dit eh ben, Philippe de Macédoine est capable d'acheter des orateurs, d'acheter des voix dans toutes les cités grecques pour qu'on ne lui résiste pas. Donc, cette idée selon laquelle les démocraties, c'est pas simplement des acteurs sur la scène internationale, mais c'est aussi des arènes dans laquelle les grandes puissances peuvent acheter leur soutien, c'est vrai aussi. Donc, d'une certaine manière, la capacité à avoir une certaine cohésion vis-à-vis de l'extérieur, je pense aussi que c'est un enjeu. On le voit dans la politisation des procédures électorales. Voilà, typiquement la Roumanie récemment, la question de savoir si tel ou tel candidat peut se présenter, si telle ou telle manipulation des réseaux sociaux de façon massive avec le soutien du Kremlin, c'est un problème ou pas en période d'insécurité et de tension géopolitique. Oui, c'est d'une certaine manière, on assiste à un moment où la sécurité internationale ne peut être dissociée de plus aucune facette de notre vie sociale. Et je dirais que c'est vrai aussi dans les procédures de décision. Quand on se pose la question du veto hongrois qui paralyse ou qui de temps en temps menace de paralyser les organisations multilatérales, là aussi c'est un problème. Donc la capacité à avoir une souveraineté d'une certaine manière au sens d'avoir une procédure de décision interne qui ne nous rend pas non plus dépendants des manipulations des
acteurs extérieurs, c'est aussi un enjeu. Voilà. Il y a des gens proches de Trump ou de Poutine, et ça, on ne peut pas leur interdire, mais en revanche, essayer de faire en sorte que nos procédures électorales, nos processus électoraux ne soient pas non plus une vulnérabilité qui permette aux acteurs extérieurs, qu'ils soient chinois, russes ou américains ou autres, finalement de nous affaiblir, ça aussi c'est un enjeu qui va se politiser à l'avenir, c'est très clair. Oui, vous voulez dire par là que on risque peut-être plus qu'une attaque frontale russe militaire, on risque plutôt un encerclement via la cyber Ah bah, désinformation, là, mais etc. il y aura de toute façon l'enjeu de la guerre hybride, comme on C'est dit, ça. c'est le mélange des deux. C'est le mélange des Voilà. deux. C'est pas l'un ou l'autre. D'accord. Et typiquement, là encore, pour prendre mon scénario, si l'Ukraine est neutralisée, je pense que si l'Ukraine d'une certaine manière, était abandonné ou en tout cas lâché prise et arrêté de se défendre face à la Russie, ça aurait des effets dominos. Euh, sur la Géorgie, la Moldavie, ça immédiatement, c'est-à-dire que tout le monde se dirait ça n'a pas de sens de se défendre. Sur les Balkans occidentaux, et que très vite on verrait se formaliser ce qui se dessine déjà en pointillé, c'est-à-dire un bloc pro-russe au milieu de l'Union européenne qui correspond grosso modo à l'ancienne Autriche-Hongrie, hein, de l'Autriche à la Hongrie, à la Slovaquie, à la Roumanie jusqu'à l'Ukraine. Vous aurez un bloc à l'intérieur de l'Union européenne ou en dehors de partis pro-russes. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que la fermeté à l'extérieur, c'est aussi une façon d'éviter une forme de ralliement à la puissance hégémonique, comme on dit en relations internationales, bandwagoning. Aller se mettre au service du plus fort parce qu'on pense que de toute façon, il n'y a pas d'alternative et que ce serait futile de résister. Donc ça, je pense que là, c'est vraiment un cas aussi où la capacité à avoir une stratégie effective vis-à-vis de l'extérieur, ça peut avoir des répercussions pour solidifier les mouvements pro-démocratie et pro-européens à l'intérieur. C'est fascinant ce que vous nous racontez parce que vous nous incitez ou vous nous demandez de ne pas revenir aux cartes anciennes. Parce que quand je vous vois dessiner l'Europe, enfin pas l'Europe carolingienne, mais l'Europe danubienne, en quelque sorte, on pense bien sûr à l'Empire ottoman, on pense bien sûr à l'Empire russe, au jeu des empires du 19e siècle, dans lequel, effectivement, un certain nombre de nationalités étaient en jeu, étaient le jouet des grands empires, quoi. Et ça, effectivement, c'est ce qui nous attend si on subit, si je comprends bien. Oui, et je pense que voilà, ça, c'est le scénario idéal de la Russie, c'est-à-dire une Europe divisée, morcelée, les uns anti-russes, mais repliés sur leurs questions locales ou sur leur sécurité locale, d'autres pro-russes ouvertement, d'autres neutres et ne voulant pas être impliqués dans quelque effort collectif que ce soit. Et dans un système comme ça, bien, finalement, voilà, c'est diviser pour régner ou conquérir en divisant. Et ça, c'est la seule chance qu'a la Russie, parce que finalement, la Russie sait très bien que, comme on le répète tout le temps, la Russie face à l'Europe ne fait pas le poids. En revanche, la Russie face à un pays européen, puis un pays européen, puis un pays européen, bah, de proche en proche, fera peut-être le poids face à ceux qui resteront à la fin. C'est ça le problème. Et donc, le risque, c'est un peu le scénario 1939. Non pas comme on le dit parfois, parce que l'Ukraine c'est Munich et que Poutine c'est Hitler, mais simplement parce que la tactique de la conquête petit bout par petit bout, eh bien, elle est très tentante. Donc, si on ne met pas un frein immédiat à cette logique par la fermeté et par la cohésion, ça crée, en fait, on génère son petit Hitler, c'est-à-dire un opportuniste ou comme on disait pendant la guerre froide, la tactique du salami, hein, qui dévore ses proies tranche par tranche. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur ce que j'appellerais le parti de la paix en Europe. Là, parce il y a quand même d'autres forces qui peuvent intervenir. Pourquoi on a bien vu pendant la guerre froide le slogan, par exemple, des Allemands face au SS-20 et au Pershing, c'était plutôt rouge que mort. Pourquoi pas une situation similaire menée par un certain nombre de partis politiques qui diraient, bon, bah écoutez, plutôt russe que mort. Oui, alors, bah, c'est toujours possible. Je pense que pour l'instant, euh, ça n'a, ça ne peut avoir de sens que dans des pays voilà, dans un pays comme la Géorgie ou comme un pays comme la Moldavie. Vous voyez.
Je pense que dans des pays qui sont membres de l'Union européenne, ça me semble un peu, ou de l'OTAN, ça me semble plus difficile parce qu'il n'y a pas encore cette conscience que la Russie est tellement surpuissante que il n'y a que la possibilité de la soumission. En revanche, si on prolonge le scénario de reculade en reculade, ça pourrait devenir une tentation et ça serait un problème. Pour l'instant, je ne vois pas le risque que des opinions publiques de pays membres de l'Union européenne ou de l'OTAN se disent la Russie est tellement forte qu'on n'a plus qu'à se soumettre. Le risque aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire minimiser l'enjeu en se disant bah, finalement c'est très loin, ça ne nous concerne pas, donc laissons aller les choses. Et le problème, c'est qu'il peut y avoir un lien entre ces deux scénarios, parce que si on minimise l'enjeu et qu'on n'intervient pas suffisamment tôt, on peut se retrouver dans la situation où effectivement, c'est pas forcément plutôt russe que mort, mais où en tout cas, ça devient très très coûteux et beaucoup plus difficile de poser une politique de fermeté. Merci, merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait intervenir en complément? Oui, Michel. Votre micro, vous pouvez le réactiver? D'ailleurs, c'est bon là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, très bien. Oui, alors bon, je voudrais pas faire trop long, faire simplement quelques observations. Alors une qui vient au tout début de votre euh, excellente intervention. Vous avez mis un certain nombre d'adjectifs à la notion d'unité de l'Europe, etc. Enfin, d'unité ou pas, d'ailleurs. Division, mais qui crée cette unité de manière un peu paradoxale, mais en oubliant un adjectif, mais que j'ai regardé sur Google Book, vous avez bien mis dans votre bouquin, qui est la religion. Parce que quand même, il y avait le Saint-Empire romain, et il ne faut pas oublier que finalement, que de Clovis à Napoléon, en passant par Charlemagne et quelques autres, l'Empire austro-hongrois, etc., on avait quand même cette notion quand même de quasiment soumission au pape, qui finalement était un peu l'empereur des empereurs. Voilà, parenthèse fermée. Et qui quand même générait malgré tous les centaines de conflits, qui étaient des conflits commerciaux, souvent, entre les peuples, hein, de domination de territoires, de conquête de comptoirs, etc. Mais cependant, il y avait quand même cette unité, finalement, on pourrait presque dire catholique ou chrétienne. Voilà. Bien, d'autre part, plus sur les dernières minutes, euh, et notamment par rapport à des indicateurs de la jeunesse par rapport à finalement les différents degrés d'importance par rapport à d'autres paradigmes, attention, ça a beaucoup changé depuis l'élection de Trump. Hein, parce que justement, il y avait quand même cet imaginaire collectif qu'on avait tous appris, y compris nos enfants et me concernant mes petits-enfants, qu'il y avait le parapluie américain qui était là, cool. Et ben finalement, le fait que tout d'un coup on se trouve un petit peu en stress, finalement, c'est incroyable quand même. Les micro-trottoirs aujourd'hui au niveau pour la jeunesse, elle est quand même tout à fait sensible à un effort de militaire et une contribution. Moi, je trouve ça quand même finalement admirable, alors que j'avais tendance un peu à, comment dire, à me m'auto-flageller sur vraiment la conscience déjà de notre peuple, de notre nation, et a fortiori de l'Europe. Et enfin, comment dire, euh, là où j'apprécie beaucoup votre observation par rapport effectivement à la tactique des petits pas, bon, la guerre hybride, on sait aussi quand même le nombre de soi-disant cargos, navires de commerce en mer du Nord qui essayent d'arracher nos câbles quand même. Il ne faut quand même pas déconner, quoi. On sait très bien que ce sont tous quand même des envoyés de Poutine. Bien, même s'ils ont des pavillons portoricains ou autres, mais c'est tellement, ça s'achète. Euh, Là où quand même il faut être lucide et un peu optimiste, j'en sais, mais pas trop pessimiste, c'est que, Trump est élu pour 4 ans, d'accord? Et alors, évidemment, si on se dit que derrière, il y a J.D. Vance, là, on peut recommencer à s'auto-flageller. Mais que deux, la Russie a quand même démontré, depuis presque 4 ans contre l'Ukraine, que son armée est faible, désorganisée, démotivée et finalement avec des équipements largement obsolètes. Donc en termes de guerre conventionnelle, aujourd'hui, allez, imaginons
un conflit entre la Russie et la Pologne, c'est la Pologne qui gagne. Hein. Donc voilà, il faut aussi pas forcément. Par contre, il faut avoir cette lucidité, et vous l'avez dit à juste titre, que justement, dans une politique de petits pas, les choses pourraient changer. Ben, à nous de faire en sorte, effectivement, Européens, de faire en sorte que Poutine comprenne que si jamais il franchit la fameuse rivière là, pour aller en Estonie, ben, peut-être que ça peut lui coûter cher par le sud. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour ces remarques. Je voudrais faire juste deux remarques. Alors, une sur la question de la religion. Oui, parce que dans mon livre, j'essaie d'analyser le rapport entre chose et ça m'a intéressé de savoir à partir de quand, au lieu de faire référence à la chrétienté, on fait référence à l'Europe. Et il y a un moment charnière qui est la prise de Constantinople en 1453. Et le premier à avoir fait un livre dédié à la notion d'Europe comme espace politico-militaire, c'est le pape Pie II, qui était le Ouais. pape qui avait fait 1454. des voilà 58 et Ouais. qui avait fait des discours sur la croisade en réaction à la prise de Constantinople. Donc, je dirais qu'il y a eu un lien et pendant très longtemps. Il n'y a que la chrétienté et il n'y a pas forcément l'Europe, parce que d'ailleurs la chrétienté est bien plus vaste que l'Europe, en particulier avant les grandes conquêtes musulmanes. Et il y a un moment où les deux sont considérés comme associés, et puis il y a un moment où la notion d'Europe prend son autonomie. Sur la question de la faiblesse de la Russie. Alors, oui et non, parce que certes, la Russie est pas très forte aujourd'hui, mais elle n'est pas très forte dans un contexte où elle fait la guerre tous les jours à l'Ukraine. Elle n'est pas très forte dans un contexte où, jusqu'à il y a quelques semaines, elle perdait 1500 soldats par jour. Et elle n'est pas très forte dans un contexte où, même en ayant une économie de guerre à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire, elle perd plus d'équipements sur le terrain que ce qu'elle est capable de produire. Donc, elle n'est pas très forte dans un contexte très tendu. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si la Russie a un répit et Voilà. une- un cessez-le-feu ou une paix plus ou moins favorable et quelques années pour que les troupes que, grosso modo, la Russie mobilise 30 000 hommes par mois, au lieu de mobiliser 30 000 soldats qui, avant même d'avoir une quelconque formation, sont envoyés sur le front, bah, d'avoir des soldats qui sont capables de se former pendant un peu plus de temps, d'avoir des équipements qui, au lieu d'être envoyés directement sur le front, s'accumulent et se font en stock, et en plus, une Russie qui a une économie qui est maintenant ne sait plus que faire de la production de défense, grosso modo. Donc, je ne suis pas sûr qu'avec 5 ans de répit, l'armée russe soit aussi faible qu'elle est aujourd'hui. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est important d'être conscient du fait que l'Ukraine nous protège fondamentalement aujourd'hui et qu'il ne faut pas considérer cette protection ukrainienne avec désinvolture en se disant bah, c'est pas grave, s'il y a la paix, tout se passera bien. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, si on est protégé, c'est parce que les Ukrainiens font la guerre tous les jours. Alors ça ne veut pas dire que la guerre doit être éternelle, mais ça veut dire qu'il faut préserver ce rempart ukrainien d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est comme pour la tactique du salami, c'est que il faut voir la menace pas simplement à un temps T, mais dans la dynamique. Et la dynamique n'est pas forcément. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Pour ce qui est de Trump, pareil. Certes, Trump est élu pour 4 ans, et après, j'en sais rien. Peut-être qu'il voudra se représenter, peut-être qu'un Trumpiste se prendra sa place. Mais j'observe quand même qu'au-delà d'aspects qui sont très personnels dans la stratégie de Trump et qui seront pas forcément reproduits même par des successeurs, il y a quand même des aspects sur lesquels il incarne quelque chose qui le dépasse. Et ça, ce mouvement de l'Europe vers l'Asie, c'est pas Trump qui l'a inventé et c'est pas Trump qui mettra fin. Voilà, et enfin, je veux dire, ça ne s'arrêtera pas avec Trump. Donc, euh, là aussi, je pense qu'il y a derrière Trump quelque chose de très structurel et que, et que ce message que donnent les États-Unis en disant, eh bien, pour nous, l'Europe est un théâtre secondaire et l'effort pour la défense de l'Europe doit être essentiellement un effort européen. Et d'ailleurs, l'hostilité des États-Unis à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que vu comme un fardeau supplémentaire potentiel dont ils ne voulaient pas, c'était déjà avec les démocrates. Donc ça, autant le côté complètement montagne russe, erratique, négociation un peu chaotique, ça, je pense qu'il y a quelque chose de très propre à Trump. Autant cette direction qui est les États-Unis vont prendre leur distance à l'égard de l'Europe, ça, je pense que c'est fondamental. C'est juste. Merci, Pierre. Bon, je crois on va s'arrêter là. Je crois qu'on a
J'espère que vous avez apprécié, hein, et que ça va nous éclairer. En tout cas, merci de votre présence. Et puis, Merci on beaucoup, se c'était un plaisir. retrouve, voilà, on se retrouve avec IHEDN tous, je pense, à un moment donné ou à un autre. Voilà. Pierre, au plaisir. Merci, merci en Merci. tout cas, et merci, et très bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Laurent, au plaisir. Bon, on se retrouve. Au revoir. On se retrouve demain, Francis. J'arrête enfin.